Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais vous parler de 7 ouvrages parus chez Chaosium, un ouvrage écrit par Mike Mason et Matthew Sanderson, The Grand Grimoire of Cthulhu Mythos Magic. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une somme en fait, d'une somme qui a été compilée par les deux auteurs et qui va reprendre, outre les sorts bien connus des ouvrages du triptyque de base, en fait, bien, ils ont été cherchés dans chaque scénario paru et dans chaque campagne, tous les sorts qu'ils ont apparus. Vous savez peut-être que la particularité de la magie dans l'appel de Cthulhu, c'est qu'en réalité, elle est somme toute assez rare et c'est traité de façon assez sommaire dans les règles de base, notamment en termes de sorts disponibles. Par contre, dans chacune des campagnes, je pense notamment aux campagnes les plus célèbres, Rejeton d'Azathoth, Masque de Nyarlathotep, l'Orient Express, les Montagnes Hallucinées, etc., etc. Eh bien, il y a des sorts, à chaque fois les auteurs ont un petit peu grossi, ajouté en fait des sorts aux sorts de base, des sorts qui sont généralement en résonance avec les événements que les joueurs traversent dans la campagne, voilà, qui sont adaptés vraiment aux situations dictées par la campagne. Et ça n'avait jamais été fait de tout compiler dans un ouvrage, ou peut-être par des fans à l'occasion, peut-être on pouvait trouver ce genre d'informations sur des fichiers PDF qui voyageaient comme ça subrepticement à travers le net. Là, en tout cas, on a un très bel ouvrage. Alors bon, je reviens pas là-dessus une fois de plus, couverture rigide, Chaosium. Je vais vous montrer quelques-unes des illus de cette V7 que moi je trouve vraiment magnifique. J'aimais déjà beaucoup le travail qui avait été fait à l'époque par Sans Détour, mais je trouve que la version américaine, ils ont mis le temps à faire une édition correcte. Mais voilà, ce genre d'illus, c'est vraiment excellent. Et ça apporte quelque chose en termes d'immersion, moi je trouve, dans l'univers en fait de Lovecraft. Je vous en montrerai d'autres. Ce qui a été fait également, qui est très intéressant dans cette somme, c'est qu'en réalité ils ont remis au goût du jour les sorts par rapport au corpus de règles de la 7e édition, ce qui vous permet d'avoir des choses assez cohérentes en termes de puissance, en termes de mécanique de jeu, pour savoir comment on les jette, les effets que ça a, etc. Alors on va regarder ensemble un petit peu de quoi ce livre est fait. Vous avez une espèce de préambule assez intéressant, qui est un préambule qui va concerner en fait la magie d'une façon générale. Vous avez une petite introduction, mais j'y reviendrai après. Vous avez ensuite un chapitre sur ce qu'ils appellent concerning spell, donc à propos des sorts. C'est assez bien fait, ils reviennent sur les noms des sorts, ils précisent certains concepts comme ce qu'on appelle la deeper magic, le fait qu'on puisse ajuster les sorts, la folk magic, les difficultés du spellcasting, les attaques d'esprit et les possessions, les composants de sorts, enfin très intéressant en termes de mécanique de jeu et en termes aussi d'inspiration, hein. C'est vraiment un ouvrage qui est certainement, il vaut mieux pas à mon avis que les joueurs le lisent, parce que vous savez que moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'en réalité la meilleure expérience pour un joueur c'est de jouer à l'appel de Cthulhu sans même avoir lu une ligne de Lovecraft, pour vraiment qu'il y ait ce choc, et de façon à ce qu'il puisse y avoir peut-être des résonances entre les bizarreries qui petit à petit s'immiscent dans l'esprit des personnages, que en même temps ces bizarreries s'immiscent dans la tête des joueurs. Et là, ça facilite le roleplay, ça facilite l'immersion. Enfin voilà, on a quelque chose qui peut être très intéressant. Enfin, le dernier chapitre, c'est le grand grimoire en lui-même. Donc là, c'est un listing alphabétique de tous les sorts qui ont été édités dans cette collection. Alors, le petit chapitre d'introduction, c'est assez intéressant. Voilà, c'est Mike Mason qui fait ça. C'est assez intéressant parce que il est en deux paragraphes. Bon, le premier paragraphe est assez
assez générique, vous présente un peu ce que vous allez trouver dans le jeu. Et le deuxième paragraphe, c'est pas mal en termes de recontextualisation, c'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire, il vous explique que dans le sens commun, on présente la magie comme en fait la possibilité de pouvoir utiliser des forces surnaturelles afin de transformer les éléments qui nous entourent et la réalité. Voilà, et là il y a un ajout qui est très important, notamment pour rester vraiment dans la couleur du jeu. Et d'une façon générale, j'avoue que même concernant la magie, quels que soient les univers, moi j'aime bien l'envisager comme ça. C'est-à-dire que toute chose a un prix et que c'est pas comme les super-héros qui eux ont des dons, etc. une bonne fois pour toutes. La magie corrompt. Alors là, ça nous ramène également à tous les jeux du type Conan, etc., où les sorciers sont toujours un peu maléfiques et finalement, plus leurs compétences magiques augmentent, plus leur état d'esprit s'éloigne du commun des mortels pour en faire des... Alors on peut les considérer soit un peu comme des surêtres, soit un peu comme des rebuts en fait de la société qui sont condamnés à une vie bien spécifique. Donc j'ai trouvé cette introduction très intéressante. Vous avez ensuite le premier chapitre, donc Concerning Magic, avec encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez, voilà une très belle illustration, c'est pas très clair, voilà, je trouve ça magnifique, ça colle vraiment avec le thème, là on ne sait pas trop ce qu'on aperçoit. En fait, ce qui est pas mal, c'est dans cette partie-là, il vous explique aussi que beaucoup de sorts, notamment les rituels, eh bien en fait correspondent aux fameuses planètes alignées. Alors ça c'est, je pense, inspiré un petit peu des connaissances historiques, puisque vous savez que quand on regarde un peu la magie telle qu'elle se pratiquait dans les temps anciens, il y avait beaucoup de choses où il fallait les faire, mais à un moment donné, je pense à certains rituels qui étaient faits pour favoriser les récoltes, par exemple du temps des Romains, etc. Bien sûr qu'on n'allait pas faire ça n'importe quand dans l'année, etc. Donc c'est lié, là c'est vraiment le rattachement des rituels avec la position, l'astrologie, la cosmogonie, la position des planètes, etc., les phases de la Lune. Donc encore une fois, des éléments très très intéressants pour les maîtres de jeu qui veulent vraiment s'attacher à donner de la cohérence, y compris dans quelque chose qui n'en a pas forcément comme la magie. C'est un petit peu, j'allais dire, une des difficultés, je trouve, quand on crée des campagnes ou des scénarios pour l'appel de Cthulhu, c'est qu'il faut à la fois faire des choses surprenantes, utiliser le surnaturel, tout ce qui est bizarre, et en même temps, il faut veiller à ce que l'histoire demeure, dans ce canon-là, quelque chose de crédible, et qu'on tourne pas dans un what the fuck infernal qui finalement va un peu desservir l'ambiance de la table et l'immersion à la table. Ensuite, nous avons le chapitre 2. Alors là, ils reviennent vraiment sur les sorts, avec le nom des sorts, Deeper Magic, les difficultés pour jeter les sorts, la magie, ce qu'ils appellent la magie Folk Magic, les soucis qu'on peut avoir, la magie dans les rêves, les attaques d'esprit et les possessions, les composants de sorts. Donc vous avez des tables de composants. C'est pas mal, là aussi vous pouvez, si vous créez des sorts, vous en inspirez, tirer un dé, et puis par exemple, voilà, il vous faut, ce sort doit être jeté près d'un monolithe, par exemple, voilà, où ce sort nécessite d'avoir une cloche en argent, etc., ou une petite pierre d'opale, voilà. Puis les résidus magiques, les objets magiques à travers les amulettes et les talismans. Donc là, on est vraiment dans des choses très intéressantes, très pratiques, qui vont vraiment vous servir si vous écrivez des scénarios. Sinon, vous serez obligé de l'inventer. Donc là, vous allez gagner un temps fabuleux à fonctionner comme ça. Vient ensuite le troisième chapitre qui va classer en fait les sorts par catégorie. Alors les catégories,
banishment ou contrôle, hein, donc bannissement ou contrôle, bringing forth monster and gods, donc en fait c'est sortes d'invocation et d'aller voilà, invocation et puis qui vous permettent de rentrer en contact avec les dieux ou les créatures, les sorts de combat, les sorts de communication, les sorts dans le royaume des rêves, les enchantements, les sorts environnementaux, les sorts qui ont trait à pour développer la vie, les sorts, voilà, il y a toute la liste, c'est vraiment très bien fait, encore une fois, ça permet, si vous prenez le temps de vraiment de bien lire ça, vous avez une autre façon d'envisager la magie et d'entrevoir un peu comment vous allez pouvoir tisser tout cela dans votre scénario. Et puis enfin, on arrive au chapitre le plus important, hein, qui va de la page 26 à, je crois, quasiment la fin. De la page 26 à la page 193, où là, les sorts sont tout simplement listés par ordre alphabétique. Voilà, ça commence par A Cursed Eye, et ça finit par, bon, je vais pas vous le dire, mais vous comprenez le principe, et là tout est repris, et donc quelles sont les conditions pour lancer le sort, quels sont les effets du sort, quels sont les effets de corruption que va entraîner le sort, etc., etc., avec toujours, voilà, de somptueuses illustrations, dans un mode que moi j'aime beaucoup, hein, je vais pas toutes vous les faire. Voilà, voilà, on comprend quoi, on voit tout de suite dans quoi on se trouve avec ce livre. Enfin, le chapitre 5, voilà, le petit plus que moi j'aime bien, c'est tout simplement, eh bien, un index. Si vous cherchez un sort particulier, bim boum, vous allez le trouver, vous allez aller directement à la page concernant ce sort. Alors, que dire de cet ouvrage? Moi, je pense que cet ouvrage, j'ai envie de dire que pour moi il est réservé au maître de jeu, voilà, parce que je pense qu'il est, comme la plupart des choses dans l'univers de l'appel de Cthulhu, il est beaucoup plus intéressant que les joueurs découvrent ces choses-là en partie, et qu'en fait la non-connaissance et la découverte petit à petit de l'univers vient encore ajouter une couche de mystère. Et étant donné que c'est un jeu d'ambiance basé à 98% sur cet étonnement, ce mystère, toujours un peu teinté de crainte, voilà, il faut pas se priver pour vraiment envisager le jeu sous cet angle-là. Alors je sais bien que ce qui s'est passé, c'est que progressivement, peut-être pour coller un peu plus avec les attentes de certains joueurs de jeux de rôle, qui sont plus dans l'action que dans l'ambiance et dans la réflexion, le jeu, voilà, on a commencé à vouloir faire des campagnes, des scénarios et des campagnes un peu plus pulp. À l'époque originale, c'était aussi l'influence de certains films qui allaient chercher des éléments occultes, mais qui étaient plus des films d'aventure. Je pense bien évidemment à la série des Indiana Jones. Il y avait même eu d'ailleurs un jeu de rôle à l'époque sur cette thématique-là. Donc on a commencé à inclure de la dose de pulp dans Cthulhu, pour finir avec récemment le fameux Pulp Cthulhu. Bon, c'est bien, ils en ont fait un jeu à part. Moi je pense que c'est mieux comme ça, c'est-à-dire de conserver l'appel de Cthulhu, qui est moi un jeu que je mettrais plus du côté des jeux vraiment d'ambiance comme Maléfice par exemple, et de faire ce qu'ils veulent faire dans l'univers de Lovecraft, du pulp, voilà, qu'ils fassent du Pulp Cthulhu. C'est grosso modo le même moteur, il y a quelques petites choses qui changent dans la création de personnages et du coup ce que vos personnages, enfin comment ils sont orientés, etc. Voilà. Donc eh bien, pour en revenir au Grand Grimoire, effectivement, surtout si vous jouez dans vraiment l'univers de Lovecraft, donc pas nécessairement en pulp, mais plus sur l'ambiance, sur du mystère, des découvertes, avec de la magie, avec, je sais pas, un professeur qui commence à s'approcher de certains secrets jusqu'à se brûler les ailes pour pouvoir lancer des sorts, etc. Vraiment,
le Grand Grimoire est, j'allais pas dire obligatoire, mais c'est quand même une grande aide plutôt que les quelques petits éléments que vous avez dans le livre de base. Après, je dois reconnaître qu'on peut également s'en passer, hein, puisque n'oublions pas que même si techniquement il est possible pour les joueurs de jeter des sorts, d'ailleurs certaines campagnes même invitent à certains moments, dans certains climax, les personnages à pouvoir se sortir de telle ou telle situation en accomplissant un rituel, malgré tout, a priori les personnages ils vont pas trop utiliser la magie parce que ça va vite les embarquer dans une sorte de folie douce de laquelle ils auront bien du mal à s'extraire pour continuer à mener des investigations, voire une vie normale. Pour l'instant, il est disponible uniquement chez Chaosium en anglais. J'espère évidemment que ça va faire, et à mon avis c'est quasiment sûr, que ça va faire l'objet d'une traduction dans la très bonne gamme faite en ce moment par Edge, qui reprend un petit peu voilà ce qui est sorti petit à petit. Alors évidemment ils partent de loin parce qu'il y a déjà pas mal de choses sorties en V7 en américain. Donc voilà, ils sont en train de rattraper le retard. Je me suis laissé dire qu'il allait y avoir la traduction de la dernière mouture de la campagne des masques pour donner aussi des choses à jouer, hein, parce que vous savez que c'est essentiellement ça en fait qui fait vivre une gamme. Surtout aujourd'hui où il y a pas mal de joueurs, j'allais dire des grognards, des vétérans qui continuent à faire du jeu de rôle, bah ils ont peut-être moins de temps pour qu'ils en avaient quand ils étaient étudiants pour écrire leur scénario, préparer leur campagne, etc. Donc il y a beaucoup de joueurs qui jouent régulièrement, au moins une fois par semaine, etc., et qui ont besoin de matériel de jeu. Et vous pouvez faire le meilleur jeu du monde, si derrière vous proposez pas des campagnes, des aventures, votre jeu il va peut-être cartonner lors de sa campagne de full lancement, mais derrière les gens vont faire 3 parties avec les 2 petits scénarios que vous avez mis dedans, et puis ils vont poser le jeu sur leurs étagères. Et ça veut dire qu'il va falloir attendre la VX, la version suivante du jeu, pour espérer revendre. Donc ça, je pense que les éditeurs l'ont bien compris. En plus, ils ont eu sous les yeux l'excellent modèle de Paizo avec ses Adventure Path. Donc voilà, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs de proposer du contenu, du suivi de contenu. Visiblement, c'est, je crois, ce qu'Agathe compte faire avec sa série, sa très bonne mouture de l'adaptation de D&D 5 Dragon, où ils ont créé un univers et où je pense qu'ils vont proposer des campagnes, des aventures. C'est voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, à mon avis. Hein, si on veut que le jeu perdure dans le temps, sinon il y a tellement de nouveautés de jeux qui sortent qu'en réalité un jeu chasse l'autre et voilà. Donc voilà. Donc le Grand Grimoire, moi je dis vraiment à posséder. Si vous ne lisez pas l'anglais, bah voilà, allez voir de temps en temps. Bon là, il est indisponible en ce moment, mais le site de Edge, je pense que c'est, à mon avis, c'est le genre de supplément qui ne va pas tarder à sortir. Voilà. En tout cas, je croise les doigts et je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.